Alors il y a des choses que je vais redire, que j'avais déjà évoquées l'année dernière. Je vais essayer de les redire différemment parce que c'est quand même toujours un peu compliqué de comprendre comment est-ce qu'on va enfin avoir accès à un médicament. Alors c'est vrai pour le vitiligo, mais c'est vrai pour tous les médicaments. Parce que bien entendu, on entend dans la presse, à la télévision, qu'il y a un progrès sur tel sujet, qu'il y a un médicament qui fait que, qui fait, etc., etc. Et puis nous, on attend, et puis non, il n'est toujours pas disponible. Et comment ça se fait qu'il ne soit pas disponible? Donc je vais essayer de vous montrer le circuit. Et le pourquoi ce circuit, essayer de le comprendre aussi, parce que un médicament, c'est pas un objet de consommation anodin, c'est un produit dans lequel on met beaucoup d'espoir, mais qui peut avoir aussi beaucoup d'effets secondaires et de difficultés. Alors, diapo suivante. Donc, mes liens d'intérêt, j'en ai aucun avec l'industrie, puisque par contre, j'ai des liens intellectuels puisque je suis expert auprès de la HAS et de l'agence du médicament, donc ça me donne une vision un peu particulière de la vie. Alors, un médicament, pour fabriquer un médicament, il faut beaucoup de temps et il faut pas mal d'argent aussi, parce que vous voyez que vous allez cribler 10 000 molécules, c'est-à-dire que les chimistes vont fabriquer des molécules qui vont correspondre à un récepteur, à un agoniste, un antagoniste, etc. Ils vont en créer 10 000. Ça se crée par informatique et puis après ça se manipule avec... les chimistes font très bien ça. Il n'y en a que 100 qui vont finalement passer sur l'essai clinique. Je vous détaillerai les essais cliniques dans quelques secondes. Il n'y en a que 10 qui vont devenir des médicaments candidats, donc qui vont être testés, etc. Et il n'y en a que 2 qui vont venir sur le marché. Donc vous voyez que déjà, il y a toute cette phase. Donc si on se met vraiment à la base de la pyramide, ce sont plusieurs années, 5, 6, 7, 8, 10 ans, pour passer de ça à ça. Le problème, c'est qu'on en entend parler dès cette phase-là, à la télévision ou dans la presse, etc. La suivante. Alors, le parcours, c'est quoi? Bon, les études précliniques, elles vont durer, on va dire, 3 à 5 ans, à peu près, quelquefois un peu plus, ça dépend des difficultés qui vont se présenter. Puis les essais cliniques chez l'homme, avec les phases 1 à 3, dont je vous reparlerai, ça va durer environ 5 ans entre l'inclusion du premier patient et l'analyse des résultats, hein, parce qu'il faut évidemment que tous les patients de l'essai aient terminé l'étude pour qu'on puisse analyser. Et puis ensuite, il y a le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché à l'agence du médicament. Et il y a ensuite 210 jours pour qu'on ait l'accès au marché. Puis la demande de remboursement auprès de la HAS, qui a 90 jours pour répondre si on rembourse ou si on ne rembourse pas. Et si elle décide qu'on rembourse, ça passe au comité économique des produits de santé. Et là, la discussion entre le laboratoire et le CEPS n'est pas limitée. Donc ça prend quelquefois plusieurs mois, et quelquefois même plus d'une année, pour se mettre d'accord sur le prix, d'où l'intérêt de l'accès direct. Alors, où est-ce que les patients peuvent avoir accès aux produits? Eh bien, avant l'AMM, il y a un dispositif qui s'appelle l'accès précoce de type 1 qui permet au laboratoire de demander l'accès et le remboursement à son médicament avant même qu'il ait l'AMM, sous réserve d'un certain nombre de conditions que je vous dirai tout à l'heure. Quand il a eu l'AMM, avant que la HAS donne son avis sur le remboursement, le laboratoire peut également demander le remboursement dérogatoire avec un dossier scientifique particulier dont je vous parlerai. Et puis juste après l'accès au remboursement, le laboratoire peut demander au ministère que le médicament soit remboursé directement sans qu'on connaisse encore le prix. Et c'est ce qu'on appelle l'accès direct, et c'est ce qui nous concerne pour le ruxolitinib aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un système tout à fait dérogatoire que je vous expliquerai dans quelques minutes. Et puis il y a l'accès compassionnel, dont on dira 2 mots également, qui est une voie, je dirais, de contournement pour les médicaments qui n'ont pas d'AMM, mais qui rendent quand même un service médical. La suivante. Alors, le parcours du médicament, donc la recherche clinique, c'est l'étape 1. Donc préclinique, c'est in vitro, c'est sur l'animal, bon ça je passe. Et les étapes cliniques, il y en a 4. La première phase, ce sont les premiers essais chez l'homme. En général, ce sont des sujets sains, sauf en cancérologie, où on ne peut pas donner les médicaments anticancéreux à des sujets sains, donc c'est toujours des sujets malades. Et la phase 1, l'objectif essentiel, c'est de trouver la tolérance. Est-ce que chez l'homme, ce produit peut être toléré?
Et 2, quelle est la dose optimale? Donc c'est des montées de doses. On va commencer à de toutes petites doses qui sont calculées par rapport à ce qui a été fait chez l'animal en rapport avec le poids, hein, ou éventuellement chez des grands animaux. Et puis on monte progressivement la dose. Si on n'a pas d'effet secondaire particulier à la dose supérieure, ben on monte encore une dose, etc., jusqu'à ce qu'on ait une toxicité limitante. Et donc on va retenir comme dose thérapeutique la dose qui est inférieure à la toxicité limitante, bien entendu. C'est assez compréhensible. La phase 2, on va rechercher l'efficacité. On va regarder ici chez un humain, quand on donne cette molécule, ce médicament, eh bien, il y a une efficacité par rapport à l'indication que l'on veut traiter. Cette recherche d'efficacité de phase 2, elle peut être comparative ou non, donc à 2A, 2B, bon, ça n'a pas une grosse importance. En général, les phases 2 comparatives sont comparées à un placebo, quand elles sont comparatives, c'est-à-dire à un produit qui n'a pas de propriétés pharmacologiques particulières. La phase 3, c'est souvent ce qu'on appelle les études pivots. Alors là, c'est vraiment l'étude qui va permettre l'accès au marché. Ça va définir l'efficacité intrinsèque, c'est-à-dire est-ce que le médicament en lui-même a une efficacité sur la maladie qui nous intéresse, et éventuellement contre un placebo. Et surtout, très intéressant, c'est l'efficacité relative. C'est-à-dire est-ce que ce médicament fait mieux que ce que nous avons actuellement. Et donc, ça se fait versus un comparateur actif, c'est-à-dire qu'on va donner, bon, dans le vitiligo, on pourrait imaginer, bon, c'est compliqué pour le visage, hein, mais on pourrait imaginer un traitement ruxolitinib versus corticothérapie locale sur des plaques du corps, par exemple. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas le choix qui a été fait, mais bon, ça, chaque laboratoire et chaque groupe d'experts qui font les protocoles le réfléchit avant. Voilà. Donc la phase 3, c'est vraiment, en général, c'est sur un grand nombre de malades. Plus vous rentrez dans les phases, plus le nombre de malades augmente, et qui permet d'avoir la réponse sur l'efficacité intrinsèque et relative. Et puis la phase 4, alors ça c'est post-AMM, c'est des études en vie réelle de prescription, et c'est surtout pour la pharmacovigilance. Parce que vous comprenez bien que ces études, même si c'est long, le recul est relativement limité, et qu'il y a des effets secondaires potentiels, comme par exemple des effets secondaires carcinologiques, que l'on va voir apparaître 10, 15, 20 ans après. Donc un médicament, il est toujours sous surveillance, et cette surveillance peut être plus ou moins encadrée, notamment dans le cadre de ces études de phase 4. La diapo suivante. Alors, en France, on se plaint beaucoup, hein, on dit toujours qu'on n'est pas actif, etc. Mais ça, c'est les données que j'avais déjà présentées l'année dernière. La recherche clinique en France, le nombre de protocoles de recherche clinique académique, c'est-à-dire les instituts de recherche, les universités, etc., ou industriels en 2022 en Europe, ben, ceux qui en fait le plus, c'est la France. Hein. On en fait plus que l'Allemagne, on en fait plus que l'Angleterre, 2 fois plus, on en fait plus que l'Espagne, qui est très dynamique aussi. Donc, il y a énormément de recherche clinique qui se fait en France. Ça veut dire donc que beaucoup de patients peuvent avoir accès à des molécules nouvelles par ce biais-là. Hein. Thierry l'a vraiment bien expliqué. Hein. S'il y a des protocoles, il faut chercher à rentrer dedans parce que c'est le moyen le plus simple et le plus précoce d'avoir accès aux médicaments. La suivante. Alors, l'étape 2 du parcours, c'est la demande d'autorisation de mise sur le marché. C'est centralisé auprès de l'Agence européenne du médicament. La France est représentée par la NSM. Chaque dossier qui est présenté par un industriel, et il y a 2 rapporteurs, 2 pays qui rapportent. Pour ce qui était du ruxolitinib, c'était les Pays-Bas et la France. Ils donnent leur rapport à ce qu'on appelle le CHMP, qui est un comité pour les produits à usage humain au niveau européen. Et cette AMM, elle est valable pour l'ensemble des 27 pays européens. L'évaluation de ce CHMP, c'est le rapport bénéfice-risque. Et bien entendu, le médicament doit apporter plus de bénéfices que créer de risques chez les patients, ça va de soi. Bien sûr, ce rapport bénéfice-risque, ce n'est pas un absolu, c'est-à-dire par exemple dans une maladie mortelle, vous allez accepter beaucoup plus de risques que dans une maladie non mortelle. Dans une maladie très bénigne, courante mais très bénigne, vous n'allez quasiment pas accepter de risque. Hein. Donc ce rapport bénéfice-risque, il est encore une fois très dépendant de la pathologie. Une fois que le CHMP a donné son avis favorable, il faut encore que ça passe par la Commission européenne. Et c'est la Commission européenne qui prend la décision finale de mise sur le marché. J'insiste là-dessus parce que souvent, on voit dans la presse que l'EMA a donné son avis favorable pour tel produit. Oui, l'EMA a donné son avis favorable, mais la Commission n'a pas encore jugé. D'accord ? La Commission ne déjuge, enfin, j'ai aucun exemple de déjugement de la Commission par rapport à l'avis du CHMP. Hein. Mais moi, ça peut arriver, puis surtout, il y a un délai. Hein. Il y a des délais qui s'ajoutent les uns aux autres, qui sont aussi un peu compréhensibles. La diapo suivante.
L'étape 3, c'est la demande de remboursement. Alors ça, c'est un procédé qui est propre à chaque État membre, hein. L'Allemagne n'a pas le même système que nous, l'Italie a un système assez proche, les Anglais, quand ils étaient dans l'Europe, avaient un autre système, etc. Bon. Alors ça relève de la commission de la transparence, qui est une des commissions de la Haute Autorité de Santé. Elle analyse le bénéfice intrinsèque du produit, comme je l'ai défini tout à l'heure, et son bénéfice relatif par rapport à un comparateur dans la même médication, lorsque le dossier comprend ces deux aspects. Et ça attribue un service médical rendu, dire est-ce que ce produit va apporter quelque chose au malade, hein. Et ce service médical rendu peut être important, modéré, mineur ou faible. Et puis, éventuellement, une amélioration de ce service médical rendu par rapport à un comparateur existant, par rapport à un autre médicament qui a dans la même indication, ou bien par rapport dans la stratégie thérapeutique, est-ce que ça permet de modifier la prise en charge? Et ce ASMR, il est gradé de 1. 1, vous changez complètement de paradigme dans l'évolution de la maladie, vous sauvez des vies, vous supprimez, vous guérissez définitivement une maladie. À 5, 5, ça veut dire que vous n'apportez rien par rapport à l'existant, mais bon, c'est une arme supplémentaire, et notamment dans les maladies chroniques, on a beaucoup de médicaments qui ont des ASMR 5, mais on est bien content de les avoir parce que ça nous permet de faire tourner les médicaments ou, selon la tolérance des patients, de choisir l'un, l'autre ou le troisième. Voilà. Donc ces deux informations sont évidemment importantes. Si le SMR est positif, eh bien, le médicament pourra être remboursé, mais là, c'est la même chose que pour l'Europe, c'est le ministre qui décide et non pas la Commission. C'est-à-dire que le ministre peut très bien décider de rembourser un médicament que la HAS n'a pas jugé avec un SMR suffisant. Ça arrive quelquefois, c'est rare mais ça arrive. Il y a un exemple assez emblématique qui était le Mediator, par exemple. Et inversement, le ministère peut décider de ne pas rembourser un médicament pour lequel la HAS a dit qu'il était possible. Mais là encore, on ajoute du délai. Mais la responsabilité de la mise sur le marché et du remboursement, c'est une décision politique, hein, d'où le rôle de la Commission européenne ou du ministre ou de la ministre pour prendre la décision définitive. Diapo suivante. Alors, quatrième étape, la fixation du prix. Une fixation du prix, c'est une négociation. Il y a les industriels, il y a des représentants de l'État, des représentants des payeurs, donc des caisses d'assurance maladie, mutualité sociale agricole, etc. Et ça discute. Mais ça discute longtemps. Parce qu'évidemment, l'industriel, il veut avoir le prix le plus élevé possible. Et l'assurance maladie, elle veut rembourser le moins possible. Vous le comprenez. L'assurance maladie, c'est un peu notre argent. L'industriel, c'est un peu moins notre argent, sauf si vous êtes actionnaire. Donc voilà, il y a une négociation qui peut être très longue, encore une fois, qui peut être plusieurs mois, quelquefois on en a même vu plusieurs années. Alors ça, c'est un gros problème pour les patients, enfin pour les associations de malades, etc. C'est que cette négociation, d'abord, elle est très opaque, mais surtout, compte tenu de cette durée, vous savez que le médicament est à l'AMM, vous savez que le médicament est remboursable, et vous n'avez toujours pas le médicament. Parce qu'effectivement, tant que le prix n'est pas fixé, le médicament ne peut pas être mis à disposition du public, sauf dans la procédure de l'accès direct dont on va parler, qui était un peu l'objet de la question qui était posée par Martine Carré lorsqu'elle m'a téléphoné. La diapo suivante. Alors, si on prend l'exemple du ruxolitinib dans tout ça, les essais cliniques de phase 3, donc on va commencer par ça, parce que toute la phase préclinique, bon, ça va nous remontrer un peu loin, ça a commencé en septembre 2019 à octobre 2021. La deuxième étude, TRUE-V2, c'était pareil, à peu près les mêmes dates. Hein. Donc ça a duré, vous voyez, 2 ans quand même, hein, pour avoir les études. Et la publication dans le New England Journal of Medicine, donc le top du top, hein, en termes de publication médicale, c'est octobre 2022. Donc déjà, là, on est à 3 ans, hein, entre le premier patient et la publication. Ensuite, le délai réglementaire entre le dépôt de dossier et l'AMM, c'est 210 jours. Le CHMP, il a reçu, donc l'accord du CHMP, c'est le 19 avril 2023. Donc vous voyez le décalage entre la fin des études, la publication et l'accord. Donc on est à peu près dans les 210 jours. Pour info, la FDA, 1 an avant, hein, à peu près. Mais ça, c'est assez habituel. La FDA ne fonctionne pas du tout comme l'Europe. D'abord parce que aussi le système assurantiel n'a rien à voir avec les systèmes européens, donc ils vont souvent beaucoup plus vite. Le dépôt de dossier à la HAS a été le 30 mai 2023. L'avis de la CT positif le 18 octobre, donc je vous rappelle, Opzelura a eu un SMR important, une SMR de niveau 4.
Et puis la date de l'accès direct, le 26 janvier 2024. Donc là aussi, il y a un délai, parce que bien sûr, il faut que le laboratoire, une fois qu'il a cette information du remboursement, écrive au ministre et demande le passage à l'accès direct. Et l'accord au CEPS, à ma connaissance, à moins que ce soit tombé hier au soir, mais le prix n'est toujours pas fixé. Hein. Donc la négociation continue. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu 53 mois, 4 ans et demi, entre le premier patient inclus et la mise à disposition du produit. Vous voyez, c'est effectivement très long. Le législateur trouve que c'est lui aussi que c'est trop long et qu'il faut donc trouver des systèmes de contournement de ça. La recherche clinique, on l'a dit. Les accès compassionnels, cadre de prescription compassionnelle, autorisation d'accès compassionnelle, les accès précoces que je vous ai évoqués, et enfin l'accès direct, la suivante. Alors, les prescriptions compassionnelles, pour ce qui est des médicaments sans AMM, c'est ce qu'on appelle des autorisations d'accès compassionnel, c'est très particulier. C'est un patient donné qui est en échec de tout, dont on ne sait vraiment pas quoi lui proposer, mais il existe un produit qui aurait montré dans certains cas une efficacité, etc. Donc un médecin peut demander à la NSM si ce malade donné peut bénéficier de ce produit donné. Donc c'est très, je dirais pas confidentiel, mais ça s'adresse à un tout petit nombre de malades, même si sur le total de la population française, depuis 2021, il y a eu 51 000 malades qui en ont bénéficié. 51 000 malades, ce n'est pas anecdotique. Et puis pour ce qui est des médicaments hors AMM, c'est-à-dire des médicaments qui ont une indication en dehors, enfin qui sont utilisés par les médecins en dehors de leur AMM, il y a ce qu'on appelle l'accès compassionnel, le cadre de prescription compassionnelle, la diapo suivante. Donc ce cadre de prescription compassionnelle, c'est pour donner accès à des molécules présumées efficaces dans des maladies graves, rares ou invalidantes. En fait, ça fait beaucoup de maladies. Hein. Accès aux traitements qui ont une AMM dans d'autres pays, mais pas en France, ce qui peut arriver. Et ça permet d'encadrer le hors AMM, de sécuriser cette prescription, et pour le prescripteur, et pour le patient qui reçoit le médicament. Il faut donc que ce soit des médicaments qui n'ont pas d'AMM. Bon, l'exemple alors qui me fait m'arracher les cheveux, c'est effectivement le tacrolimus dans le vitiligo. Hein. Le tacrolimus a une indication dans la dermatite atopique, produit topique. Dermatite atopique, ça marche bien, etc. Mais ça marche aussi bien dans le vitiligo. Ça a été montré par plusieurs études, dans les études de Julien, mais d'autres. Hein. Et il y a très peu de chances que le laboratoire demande une AMM dans cette indication-là. Donc, par contre, il y a des données qui montrent que c'est efficace et que le profil de tolérance est favorable, et notamment dans le vitiligo, le risque carcinogène est marginal, comme l'a très bien expliqué Thierry précédemment. Donc on a fait cette demande. Cette demande est retardée parce qu'un des laboratoires qui fournit le produit n'est pas en mesure de fournir suffisamment de quantité. Or, à partir du moment où le cadre de prescription est décidé par la NSM, le laboratoire est obligé de fournir. Donc si on ouvrait ce cadre de prescription aujourd'hui, on mettrait le laboratoire en difficulté parce qu'ils ne seraient pas capables de fournir, et s'ils ne sont pas capables de fournir, ils sont pénalisés. Donc c'est quand même un petit peu pervers de leur dire vous ne pouvez pas le fournir, mais fournissez-le quand même. Quoi. Donc voilà, j'espère qu'un jour, l'année dernière, je vous ai dit, j'espère que dans quelques mois, on y sera. Aujourd'hui, je vais vous dire, j'espère que dans quelques mois, on y sera. Oui. Voilà, je crois qu'on tient quand même le bon bout parce qu'il n'y a plus qu'une question en suspens de la part du laboratoire. Donc j'espère que ça va se faire. Ça permettra, alors vous me direz, il y a le Ruxo qui est apparu, donc on n'a plus besoin de tacrolimus. Si, on a besoin de tacrolimus, vous avez vu les résultats du Ruxo qui sont intéressants, mais qui ne sont pas la réponse systématique pour tous les patients. Il y a des échecs aussi. La diapo suivante. Alors les accès précoces, donc là c'est en fonction de, c'est avant ou après l'AMM. C'est des critères d'éligibilité, c'est la NSM décide si le médicament, et le dossier montre que le médicament est présumément favorable sur le plan du rapport bénéfice-risque, et la HAS va regarder si c'est une spécialité qui va traiter des maladies rares, graves ou invalidantes, comme toujours, pour lequel il n'y a pas de traitement disponible pour le marché. Donc ça, les accès précoces, c'est vraiment pour des médicaments qui apportent une nouveauté par rapport à ce qui existait auparavant. Le traitement ne peut pas être différé, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, il faut que ce médicament soit vite à disposition des patients, et il faut que la spécialité soit innovante. Donc ça ne peut pas être un MeToo, évidemment. Et par contre, ça, les agences sont très sourcilleuses là-dessus, ça ne doit pas compromettre la participation des patients aux essais cliniques. Donc s'il y a des essais cliniques qui sont ouverts sur des médicaments identiques ou concurrents, en général, les accès précoces ne sont pas octroyés. Diapo suivante. Alors, sur ces accès précoces, vous voyez, 180 décisions en 2 ans, ça fait quand même 90 dossiers par an, ce qui n'est pas si mal. 49 donc en pré-AMM, 76 en post-AMM, mais que ce soit la HS ou la NSM, ils voudraient favoriser les accès précoces pré-AMM pour qu'on soit le plus en amont possible pour mettre à disposition le médicament auprès des patients.
98 acceptations, 27 refus, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'acceptations que de refus. La dermato, il y a 4 dossiers qui sont passés. Le grand pourvoyeur, c'est l'oncologie. L'oncologie a énormément d'accès précoces. Bon, on peut comprendre pourquoi. D'abord parce qu'en oncologie, il y a énormément de nouvelles molécules qui apparaissent, c'est complètement considérable, et que les besoins sont évidemment pour les patients qui sont en 2e, 3e ligne, pour lesquels on ne peut plus rien faire, c'est bien d'avoir accès. Là aussi, sur le plan européen, on n'est pas si mal placé. Vous voyez qu'on met à disposition des patients bien avant l'Allemagne, bien avant l'Espagne, et bien avant des pays comme l'Italie ou le Royaume-Uni. Donc on entend souvent, oui, mais en France, on n'a jamais les médicaments à temps, on est toujours en retard, etc. etc. Sur les États-Unis, oui, parce qu'encore une fois, le délai moyen entre FDA et EMA, c'est 1 an, mais bon, la France n'est pas responsable de ça. Par contre, après, vous voyez qu'on met en moyenne plutôt que les autres grands pays européens. Diapo suivante. Alors, il y a 100 000 patients en impasse thérapeutique qui ont bénéficié de ces dispositifs. Là encore, vous voyez que c'est une bonne idée que le législateur a eu de faire ces modèles dérogatoires. La diapo suivante. Alors, le dispositif d'accès direct, c'est tout récent, c'est pour ça peut-être qu'on est un peu perdu, ou que vos médecins ou vous-même êtes un peu perdus. C'est l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale 2022. C'était une expérimentation pour 2 ans, et puis si elle donne satisfaction, je pense que ce sera prolongé. La demande est faite par l'industriel auprès du ministère de la Santé et ça permet une prise en charge à 100% pendant 1 an maximum. Alors j'insiste sur le 100% parce que quand on sera dans le droit commun, ce sera plus 100%, ce sera 65%. D'accord ? Donc là, si vous allez chercher le ruxolitinib selon la procédure que je vais vous indiquer, vous n'avez rien à payer. Quand on sera dans le droit commun, donc dans un an, un peu moins d'1 an, par contre, vous aurez le ticket modérateur à payer. Alors, si vous avez une mutuelle, ça ne change rien pour vous, mais si vous n'avez pas de mutuelle, il y aura une différence. Donc, c'est donné après l'AMM et à condition qu'il n'y ait pas d'autre indication ni d'accès compassionnel. Bon, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour le ruxolitinib et c'est une bonne chose pour vous tous. Donc, c'est donné dès publication de l'avis favorable au remboursement par la commission de transparence, sous réserve que ce soit un service médical rendu important. Donc il n'y a vraiment que les services médicaux rendus importants, ça il faut bien le retenir. Et l'amélioration du service médical rendu, la SMR, doit être de niveau 1 à 4. Ceux qui n'apportent rien ne peuvent pas demander un accès direct. Bon, c'est assez logique. Si ça n'apporte rien par rapport à ce qui existe déjà, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça vienne plus précocement? Là, on est juste passé, vous voyez, juste sous la barre, parce qu'on était à 4. Et là aussi, le laboratoire doit s'engager à fournir le produit pendant toute la durée du dispositif. Donc si le laboratoire a des problèmes sur sa chaîne, ou des problèmes de contrôle qualité, etc., on ne pourrait pas avoir un droit à l'accès direct. Pour le ruxolitinib, ça ne pose pas de difficulté. Alors comment on fait? Il faut consulter son dermatologue, libéral ou hospitalier. C'est une prescription restreinte au dermatologue, et strictement au dermatologue, pas au pédiatre, effectivement. Donc bon, voilà. Donc libéral ou hospitalier, ça n'a aucune importance. Vous ne changez pas vos habitudes pour ça. Le médecin juge de l'opportunité de prescrire le ruxolitinib, il peut y avoir des contre-indications, vous pouvez ne pas le vouloir, etc. Il y a le problème de la limidage, il y a le problème de l'étendue des lésions. Il faut une ordonnance spécifiant bien l'accès direct du médicament. Et par contre, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut aller à la pharmacie de rétrocession hospitalière qui est située dans l'hôpital le plus proche de votre domicile. Donc ça, quand même, il faut mieux passer un petit coup de fil à la pharmacie hospitalière pour savoir s'ils l'ont bien en rétrocession. Parce que si vous faites tous les hôpitaux locaux, etc. de votre département, ça peut être un peu fastidieux. Donc il faut mieux anticiper ou demander à votre dermatologue si c'est assuré que telle pharmacie ou telle pharmacie hospitalière avait bien le produit à disposition. La diapo suivante. Donc 3 étapes. On voit son dermato, on récupère son ordonnance, on va à la pharmacie hospitalière. Lorsque l'accès direct sera terminé, les pharmacies d'officine classiques pourront vous fournir le produit. Vous aurez le reste à charge à payer, mais vous irez chez votre pharmacien de proximité. Bon, je ne sais pas si les deux choses peuvent être mises en concurrence. Alors, la Société française de dermato, pour aider nos collègues, a fait une ordonnance type, reprenant les choses essentielles. Il faut que sur l'ordonnance, bénéficiant d'un accès direct, dispositif d'accès direct, on met bien qu'il faut le récupérer à la pharmacie hospitalière la plus proche, et on met donc la crème appliquée en fine couche matin et soir sur la zone dépigmentée. Ça, c'est les recommandations du produit, donc OK. Voilà. Et donc ça peut faire gagner du temps. Si le dermato ne sait pas qu'il y a ça, il va sur le site de la Société française de dermato, vous pouvez lui glisser le message, et comme ça, l'ordonnance est toute prête, il n'a qu'à l'imprimer et la remplir. Diapo suivante. Quelques conclusions. Donc vous voyez que le processus de mise à disposition d'un médicament est long,
Parce qu'on a deux préoccupations principales. D'abord, il ne faut pas éliminer un produit utile, c'est évident. Il ne faudrait surtout pas qu'un produit utile ne passe pas. Mais deuxièmement, il ne faudrait pas garder un produit dangereux. Or, pour savoir si un produit est dangereux, il faut quand même un certain recul. Chaque fois qu'on met sur le marché un médicament, on n'a jamais assez de recul. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui se passe à long terme avec un médicament. Donc il faut quand même qu'on ait une anticipation. Est-ce que ce médicament ou un voisin de ce médicament n'a pas eu des effets secondaires par le passé qui fait qu'on devrait être plus prudent, etc. etc. Et c'est sûr qu'on n'accepte plus dans notre société que des médicaments aient des effets secondaires qui ne soient pas acceptables, quoi. Et on a raison, on a tout à fait raison. D'où la nécessité d'un recul suffisant et d'analyse approfondie des données scientifiques. La diapo suivante. La qualité des données scientifiques, ça c'est un gros problème. C'est un problème auquel on se heurte tous les jours et qui nous met vraiment la mort dans l'âme. Est-ce que le résultat clinique observé est pertinent? C'est-à-dire que si vous avez une toute petite amélioration qui est statistiquement significative, mais que ça ne change pas grand-chose sur le malade, est-ce qu'il faut prendre le produit? Ce n'est pas évident, c'est pas sûr. La statistique, ce n'est pas de la clinique. Nous, ce qu'on veut, médecin, c'est que ça marche chez les patients. Ce n'est pas que le test statistique soit bon. Le test statistique, si vous augmentez le nombre de malades de manière considérable, vous allez toujours arriver à trouver une différence statistiquement significative. Est-ce que le comparateur a été le bon? Pourquoi est-ce que dans telle situation, on a pris le placebo? Encore une fois, je ne dis pas pour le ruxolitinib, parce que comme le glucosidase, c'était compliqué. Mais pourquoi est-ce que tel médicament, on n'a pas pris un vrai comparateur? Parce que ça va souvent plus vite, et puis surtout parce que le labo se dit, si je prends un placebo, je suis à peu près sûr que mon médicament va marcher. Si je prends un comparateur, peut-être que je vais prendre un risque, parce que peut-être que je serai moins bon que le comparateur. Donc qu'est-ce qui va m'arriver à ce moment-là? Donc il y a quand même des préoccupations commerciales dans le montage d'un essai clinique. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Mais nous, ça nous met, quand on juge les dossiers, souvent en difficulté. Parce qu'on sait qu'un produit est efficace, mais on ne sait pas, il faut le mettre. Est-ce qu'il faut le mettre tout de suite dans la maladie? Est-ce qu'il faut le mettre après la deuxième ligne, troisième ligne? On ne sait pas. Et ça, c'est la responsabilité souvent du promoteur. Et puis, est-ce qu'on a bien l'exhaustivité des signes de toxicité? Ça, c'est capital, parce que bien entendu, encore une fois, on n'accepte plus dans nos sociétés que des médicaments et des effets secondaires qui ne soient pas acceptables. Et on a évidemment raison. Diapo suivante. Alors le problème, c'est que la qualité des études, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Oui, ça, c'est le BMJ, c'est un peu la mecque de l'évaluation des produits de santé. Et le NICE, c'est la HAS anglaise, si vous voulez. C'est un groupement qui est extrêmement pertinent dans la recherche de la qualité des études. Bon, la qualité de la démonstration sur une période de 20 ans, elle est faible dans 55% des essais. Faible dans 55%. Elle est inacceptable dans 10%. Vous vous rendez compte, donc dans 65% des cas, la qualité méthodologique démontrant l'efficacité d'un produit est faible ou inacceptable. C'est énorme, c'est énorme. Et la qualité de la comparaison, quand elle est faite, là aussi, elle est faible ou inacceptable, vous voyez, dans 56% des cas, donc dans plus de la moitié des cas. Et malheureusement, on pourrait penser qu'avec les progrès scientifiques, les équipes s'adaptent, etc. Ben non, il n'y a aucune amélioration depuis 20 ans de la qualité des données qui nous sont fournies. Diapo suivante. Alors, dernière conclusion. Bon, je souligne le dynamisme de la recherche clinique en France. Thierry vous a expliqué, donc vous avez 5 molécules, enfin 6, mais 5 en pratique qui sont disponibles pour le vitiligo dans les essais cliniques. Donc si vous êtes intéressé, il faut prendre contact avec vos équipes. Qui permet donc d'inclure très tôt les patients. Et puis il y a ces dispositifs dérogatoires que les législateurs ont mis en place en France et qui permettent d'avoir accès aux médicaments éventuellement bien avant la fin du processus réglementaire traditionnel. Je vous remercie.